Bonjour à toutes et à tous, ici Piero San Giorgio. Aujourd'hui, un sujet assez original, mais finalement, l'un de vous m'en a donné l'idée et je voulais vous parler un petit peu de mon expérience passée et en quoi elle m'a influencé pour, d'une part, écrire mes livres, mais également cette optique de préparation, d'autonomie, d'autosuffisance, etc. Il s'agit des jeux de rôle. Alors, peut-être vous le savez, je suis un geek, donc pas étonnant que je sois tombé dedans lorsque j'étais déjà tout petit. Alors, pour ceux et celles qui ne connaissent pas ce que c'est qu'un jeu de rôle, en fait, c'est quelque chose de très ancien. Il s'agit d'une simulation. La simulation, en l'occurrence, de situations de personnes à qui, dans le cadre d'un contexte déterminé, un environnement, eh bien, ces personnes vont avoir des histoires et donc elles vont interagir et en fonction de leur interaction, elles modifient ou pas, ou beaucoup ou peu, l'environnement et ainsi de suite. Et généralement, l'historique donc des jeux de rôle nous vient des simulations de guerre. Et en fait, depuis la nuit des temps, les généraux, les rois, les empereurs ont souhaité simuler des éventuelles batailles, des campagnes de conquête ou de défense, en simulant, en imaginant ce que l'ennemi allait faire avec ses armées, avec ses forces, ses faiblesses, etc. Et donc, comment est-ce qu'on va réagir nous-mêmes avec nos forces, nos faiblesses, etc. Tout cela a été théorisé très très fortement à la fin du 19e siècle par les Allemands, toujours les meilleurs les Allemands, dans ce qu'ils appelaient le Kriegspiel, donc jeu de guerre. Et donc, dans le jeu de guerre, les Allemands avaient imaginé les guerres futures qu'ils allaient pouvoir faire. Et donc, dans le deuxième empire allemand, l'état-major allemand était devenu un des spécialistes de la simulation de guerre, grâce à notamment ce jeu de Kriegspiel avec ses guerres, et ils formaient leurs officiers et les officiers supérieurs aux différentes simulations. Ces simulations servaient à faire des guerres, mais assez vite dans les années 20-30 et surtout dans les années 50-60, cette approche de simulation a été prise par le monde de l'entreprise. Tout d'abord pour simuler les différentes possibilités d'achat, d'acquisition d'entreprises, de pénétration de nouveaux marchés. C'est quelque chose que j'ai fait de nombreuses fois, évidemment, dans ma longue carrière de marketing international. Et puis, c'est quelque chose que les armées ont continué à faire, bien sûr, en le perfectionnant avec des ordinateurs, etc. Le jeu de rôle tel que je le jouais quand j'étais tout petit, et pour ça, en fait, nous vient des États-Unis. Et pour ça, je vais vous expliquer d'où ça vient. En fait, j'étais dans une école internationale à Genève qui s'appelait le Collège du Léman. J'avais quelques. Donc, il y avait une section américaine, anglophone, bien sûr. Et dans ces Américains, il y avait des enfants qui prenaient le même bus scolaire que moi pour rentrer et qui étaient des voisins d'où j'habitais, près de Nyon en Suisse. Et donc, forcément, on fait connaissance. Alors, moi, je baragouinais un petit peu l'anglais. Eux un petit peu le français, ils m'ont fait connaître, alors on devait avoir 10-12 ans, hein, on était encore tout jeunes, plutôt 10 que 12 d'ailleurs. Et ils m'ont fait connaître un jeu qui venait des États-Unis, qui a été inventé au début des années 70, Donjons et Dragons, inventé par un Gary Gygax, par hasard, qui venait de Lake Geneva, Michigan, je crois, et qui, en fait, avait imaginé un monde fantastique. C'était l'époque, depuis les années 30, vous savez, il y a les livres de Howard, Conan. Il y a eu toute cette grande époque du fantastique avant-guerre, dans les années 20, dans les années 30, justement Howard, mais aussi, pas seulement, Lovecraft et plein d'autres. Et Tolkien, bien sûr, après-guerre. Et donc, dans cet univers fantastique, ils avaient imaginé un jeu de rôle où, en fait, chaque joueur, chaque personne qui participe au jeu de rôle, campe un personnage qui a des caractéristiques de force, d'intelligence, de dextérité, etc., d'endurance, qui sont tirées au dé. Donc le hasard définit comment est structuré le personnage, quels sont a priori ses caractères. Et un organisateur du jeu, ce qu'ils appelaient à l'époque le maître du donjon, puisqu'on parle de donjons et dragons, c'est pas un jeu que j'aimais beaucoup, mais c'était assez intéressant à l'époque. Et je vous en parlerai d'autres beaucoup plus intéressants. Et voilà, qui a inventé ce système pour que des jeunes adultes, des jeunes adolescents, des enfants en l'occurrence, pour moi, eh bien, puissent jouer et donc camper, des guerriers, des magiciens, et donc camper dans un univers fantastique un peu à la Conan ou à la Tolkien,
des aventures extraordinaires avec des dragons, d'où Donjons et Dragons, des dragons, des elfes, des nains, des différentes aventures fantastiques qui peuvent se parler, qui peuvent se passer. Alors, on était jeunes, on jouait à ça de temps en temps. Et puis, en changeant d'école, un peu plus tard, lorsque j'avais 15 ans, je suis arrivé dans une autre école à Genève, le Florimont en l'occurrence, où j'ai rencontré d'autres jeunes adolescents comme moi qui également y jouaient. Et je salue Olivier, Philippe, Yves, Damien, Sarah et plein d'autres. J'en oublie plein sûrement. En tout cas, Marc, etc. Bref, non seulement on s'est liés d'amitié, mais en plus nous avons fait généralement le vendredi soir chez Philippe, mais pas seulement, parfois les week-ends, etc. Nous avons fait ce genre de parties, et de là, nous avons appris à jouer à d'autres jeux de rôle, bien sûr. Donjons et Dragons était l'un de ceux-ci, mais il y avait aussi, si je me souviens bien, Trauma, l'Appel de Cthulhu. Moi, j'ai introduit toute cette équipe au jeu de cyberpunk, c'est-à-dire que moi, voilà, fin des années 80, j'étais évidemment passionné de science-fiction, je suis toujours, je lisais des livres comment il s'appelle déjà, enfin bref, tous ces William Gibson et plein d'autres qui avaient écrit des livres de cyberpunk, de ce type de science-fiction mélangé à un style un peu punk, un peu trash, mais vraiment intéressant, où ils avaient déjà compris ce qu'allait devenir le World Wide Web, ce qui m'a d'ailleurs beaucoup servi dans ma carrière professionnelle, parce que quand tout le monde ne savait pas encore ce qu'allait être les applications d'Internet et le web, pour moi, le fait d'avoir lu ces livres de science-fiction, c'était une évidence. Et donc j'ai pu progresser très jeune, très vite, et très haut dans des entreprises qui avaient des logiciels Internet. Donc finalement, ça m'a fait gagner beaucoup d'argent, et ça m'a bien servi dans ma carrière électronico-professionnelle, on va dire. Alors, vous allez voir où je veux en venir par rapport à la survie. C'est qu'en fait, lorsqu'on parle de simulation, et donc, pour revenir j'allais oublier, j'ai introduit à ce monde de cyberpunk, à ce monde de hardcore, de science-fiction hardcore, c'est-à-dire que, voilà, c'est pas du space opéra comme Star Wars, la gravité, elle a une importance, les propulsions des vaisseaux spatiaux ont une importance, l'impact des balles et des lasers, ils ont une importance, et c'est pas sabre laser et machin. Star Wars, c'est un space opéra, c'est un film de cap et d'épée, très bien, j'adore, je suis un grand fan, mais voilà, donc et on a fait aussi des parties de Star Wars, c'est assez marrant. Mais dans ces jeux comme justement Cyberpunk, Twilight 2000, Traveler 2300, Shadowrun, on a, et moi je me suis un peu spécialisé pour être organisateur de jeux. On était amené, et de toute façon, de manière générale, ce qui est intéressant avec les jeux de rôle, c'est que si on ne va pas dans une approche qui est scolaire, c'est-à-dire d'appliquer les règles bêtement et de simplement être là pour assouvir des pulsions typiques des geeks, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas énormément de succès social dans la vie courante, mais qui appliquent, parce que c'est un monde de fantasy et parce qu'ils sont entre eux, des univers où ils peuvent être finalement l'assouvissement des fantasmes de ce qu'ils ne sont pas dans la vie réelle, c'est-à-dire des preux chevaliers, des guerriers puissants, des magiciens de génie et intelligents et chasseurs de gonzesses. Alors, voilà, vous comprenez où je veux en venir. Bref, ce qui est intéressant en revanche, c'est que lorsque c'est bien fait, nous sommes dans une situation où nous avons un environnement auquel on imagine, et donc n'importe lequel potentiellement, et dans lequel nous pouvons agir et donc se confronter à des situations diverses, variées, sans aucune conséquence dans le monde réel, puisque évidemment, à part les quelques kilos en trop en mangeant des chips et buvant du thé froid et toutes sortes de nourriture, parce qu'il y a un certain stress qui se génère pendant ces parties, et donc vous grignotez. J'ai pris mes premiers kilos en trop en faisant du jeu de rôle dans la fin des années 80, début des années 90. Et donc, d'ailleurs, les entreprises utilisent des jeux de rôle pour simuler des situations de ressources humaines, de formation commerciale, etc. Là, évidemment, nous sommes dans des univers
dans lesquels on jouait, qui sont énormément plus subtils, plus élaborés surtout, où voilà, on essaie de simuler un vrai univers. Voilà, par exemple, Twilight 2000, c'est un univers où il y a eu une guerre nucléaire entre les États-Unis et l'Union soviétique au milieu des années, dans les années 90. Et les personnages se retrouvent quelque part en Pologne, occupés en pleine guerre entre l'OTAN et la Russie, et l'Union soviétique, le pacte de Varsovie. Et voilà, il se passe plein d'aventures. Ça n'a aucun sens aujourd'hui quand on imagine ce monde, mais l'idée c'est que le personnage, il se confronte à quoi? Il se confronte à des populations civiles, il se confronte à des situations de guerre, il se confronte à un monde dévasté. Et donc les actions et les réactions que l'on fait nous obligent à réfléchir à ce que l'on ferait dans ce monde dévasté. Aussi peu réaliste soit-il ou pas. Ça dépend de comment le metteur en scène du jeu, le maître du donjon, met en scène les situations et réagit aux actions des personnages. Si les personnages font des actions complètement stupides et qui mettent leur vie en danger, le maître du jeu va gérer les réactions et l'environnement à ces réactions de manière à ce que peut-être qu'ils soient punis de leur situation. Si quelqu'un se jette du haut d'un étage de 20 mètres pour dire, si un personnage dit, bah voilà, pour atteindre ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire descendre de l'immeuble le plus vite possible, je saute du 4e étage de 20 mètres d'auteur, la moindre des choses, c'est qu'il se fracasse les 2 jambes, voire qu'il meurt. Parce que c'est ce qui arrive dans la réalité, donc on simule ce chose. Et a priori, aucun personnage va faire des choses complètement stupides, quoique, pour ceux qui ont fait le jeu de rôle, vous savez à quel point les personnages font des choses extrêmement stupides, parce que bien sûr, ce n'est pas la réalité. Néanmoins, ça nous permet de nous forcer dans l'esprit, de nous mettre dans des conditions, et même dans les situations de heroic fantasy, dans des situations de KPDP, etc., eh bien, ou historiques, forcément, nous allons faire quand même un effort de réfléchir, et l'effort de se mettre dans ce qu'on appelait la peau du personnage. Donc, c'est comme un acteur qui se met dans une pièce de théâtre dans la peau du personnage, c'est-à-dire que lorsque vous allez jouer quelqu'un d'intelligent, mais faible physiquement par exemple, et vous n'allez pas avoir les idées, vous allez faire l'effort de ne pas avoir des idées de force physique à tout bout de champ. Au contraire, vous allez plutôt essayer de réfléchir. Alors évidemment, des fois ça ne marche pas toujours, parce que quand vous donnez à un joueur idiot, et il y en a eu un personnage qui est censé être intelligent, ou quelqu'un qui, quel que soit le personnage, fait toujours la même chose, ça devient ennuyeux, et généralement ces gens-là sont un peu petit à petit exclus du groupe. Et finalement, on a eu beaucoup de chance d'être avec un groupe, Cyril aussi, très, très, très sympathique, très bon. Voilà, être un groupe de gens qui faisaient un effort et qui jouaient pas tout le temps de la même manière les personnages, quels qu'ils soient. Et donc c'était très intéressant. Ça nous confronte aussi à un lien social. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'ordinateurs, on n'était pas tous les jours sur Facebook et sur nos tablettes en train de communiquer. On était obligé de communiquer, de se voir, donc ça nous permettait de nous organiser, de se voir en amis, de se voir très souvent, et d'organiser avec la logistique qui va avec, les fameux thés froids, les chips et toutes ces conneries qu'on bouffait, et donc d'organiser, même parfois on organisait des 48 heures, des 24 heures de jeu de rôle, plutôt des 48 heures, donc des week-ends entiers, chez moi, chez Yves, chez Philippe, on a vraiment, moi j'ai des très très bons souvenirs, et en fait, donc cette combinaison d'une part de cette capacité d'imaginer des situations non conventionnelles, par définition, et l'environnement dans lequel vont évoluer des personnages qui ont des actions parfois très imprévisibles, et donc des conséquences non prévues, nous amène à avoir une certaine, nous autres anciens ou actuels joueurs de jeux de rôle, avoir une flexibilité mentale, une rapidité de réfléchir à quelles sont les conséquences des actions que l'on peut faire très rapides. D'un autre côté, ça nous amène aussi à renforcer par le jeu, et ça, lorsque vous étudiez l'anthropologie, vous voyez que toutes les sociétés ont donné une grande part d'importance, une grande importance à la part de jeu dans la vie, notamment dans les enfants, et de jouer entre adultes et enfants de manière à ce que le jeu crée des liens. Le jeu nous permet de créer des liens, permet aussi de ritualiser certains conflits, permet aussi d'évacuer certains conflits. Et Dieu sait que nous en avons eu. Yves Olivier, je rappelle que l'un a fini par traiter l'autre de nazi dans le jeu. Donc c'était très rigolo. Et de voir comment est-ce que, finalement, dans le cadre d'une rencontre amicale, des frustrations qui sont créées dans un monde imaginaire se gèrent à la fin dans un monde réel. Et ça, c'est très intéressant. Et donc, cette
finalement, ces compétences, ces deux compétences, donc de lien social fort et de savoir gérer les conflits et les problèmes en général, et ritualiser justement les situations. Et d'un autre côté, cette flexibilité mentale et cette rapidité d'esprit à imaginer, voilà, que se passe-t-il si quelqu'un fait quelque chose idiot ou intelligent, que se passe-t-il si ou quoi. Parce que parfois, les personnages pensent à des trucs que l'organisateur de jeu n'aura jamais pensé. Et parfois, c'est des trucs incroyablement intelligents, parfois, c'est des trucs incroyablement stupides. Mais c'est ça la fascination. Des fois, on se dit, mais où ils sont allés chercher un truc comme ça? Bref, le Chill aussi, c'était un jeu super intéressant. C'était une histoire de chasse à des monstres type vampires, loups-garous, etc. C'est vachement bon. Bref, là où je veux en venir, c'est que lorsque vous réfléchissez à la survie, mais pas seulement dans le cadre du bushcraft par exemple, mais je ne suis pas un expert donc j'en parlerai pas beaucoup, mais aussi dans le cadre d'un effondrement économique, ce qui m'a amené beaucoup à réfléchir à ce qui va nous arriver sur la tronche à mon avis, c'est que je me suis dit voilà, si donc des actions, si certains événements économiques arrivent, dévaluation des monnaies, trop de dettes, hyperinflation, crise sociale, crise politique, etc. Donc, il va y avoir certaines conséquences. Et étant entraîné depuis mon jeune âge à réfléchir des millions de soirées, en fait, parfois, mon père me disait, mais tu ferais mieux d'aller niquer des gonzesses plutôt que de passer du temps avec tes copains, vous êtes pédés ou quoi? Je dis, non, on fait des jeux de rôle. Il dit, mais qui gagne? Il me dit, on joue pas pour gagner, on joue pour s'amuser, voilà. Bref, écart générationnel. Bref, donc cette capacité à se projeter donc dans un effondrement économique nous imagine à imaginer, même sans l'avoir forcément vécu, moi même si j'ai vécu en partie quelques effondrements économiques au Zimbabwe, c'est loin, c'est pas la Suisse, c'est pas la France, c'est pas les États-Unis. Mais enfin, on peut se projeter de manière peut-être un peu plus réaliste, et ce qui nous donne aussi un regard très critique sur les films qui, malheureusement, pour grand nombre d'entre nous, façonnent une certaine vision d'un effondrement et des conséquences qui, à mon avis, très souvent complètement erronées, complètement fausses, complètement spectaculaires et non pas réalistes. Et donc, on se projette dans ces situations. Et c'est aussi ça qui m'a amené à la réflexion de tout ce qui a amené à mes livres et tout mon travail, et ma ferme, et ma base autonome durable, etc. Et qui continue, parce que dans ma tête, je suis déjà dans les 2020-2030. Enfin, moi, je suis déjà en train d'imaginer ce que je ferais quand je serai vieux, si je m'en sors, et si, voilà. Donc, c'est un travail constant, permanent, et une remise en cause constante, parce que finalement, les paramètres sont infinis, et ils changent sans arrêt. Donc, sans arrêt, dans ma petite tête, je recalcule et je refactorise toutes les situations possibles et imaginables que j'arrive à imaginer, évidemment, et donc les actions et les conséquences des actions et les résultats de tout cela constamment. Donc j'ai une constante activité extrêmement... C'est pour ça que j'arrive pas encore à écrire des livres de fiction, parce que ça change trop vite dans ma tête. J'arrive pas encore à me fixer sur des scénarios, j'arrive pas encore à me fixer parfaitement sur voilà. Donc j'écris pas encore de fiction. Ça viendra peut-être. En plus, j'ai pas le temps. Mais voilà, donc cette approche nous permet de nous projeter. Donc, moi, je ne vais pas vous encourager à faire des jeux de rôle. Certains d'entre vous l'ont fait ou l'ont fait il y a très longtemps ou le font aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de ces jeux sur ordinateur, mais je crains que l'interaction elle est un peu faible, encore que je ne suis pas un expert. Donc, bien que mon pote Cyril probablement pourrait nous en dire plus sur tous les univers massivement parallèles et donc ces jeux massivement parallèles qui nous permettent d'avoir énormément d'interactions. Mais enfin, voilà, ça reste très mécanique, alors que la réalité, elle est incroyablement fluide et dynamique. Et plus qu'aucune mécanique n'est capable de la simuler. C'est ça la difficulté. C'est là où le cerveau humain est plus intéressant que des jeux que j'ai beaucoup joué à des jeux de plateau, à des jeux de guerre, donc des simulations. J'ai simulé toutes les batailles quasiment de toute l'histoire de l'humanité, de tous les camps. Donc voilà. Mais ça reste relativement mécanique. Et donc, le jeu de rôle nous permet, parce qu'on est en interaction humaine, de se remettre en question, et justement de ne pas être trop scolaire. Si la règle dit qu'un coup d'épée sur un crâne qui n'est pas protégé ne fait que 50% de dégâts, nous on dit non, un coup d'épée, ça te fracasse le crâne, point, à moins évidemment de ne pas l'avoir donné sur le crâne ou mal, ou d'avoir vraiment pas de chance. Mais enfin, voilà, c'est le genre de discussion où on évite d'être scolaire.
Donc, lorsqu'on parle de survie en général, et justement la vidéo qui m'a inspiré le dit très très bien, la survie, c'est simplement être prévoyant et d'imaginer qu'est-ce qui va pouvoir se passer. Nos grands ancêtres paléolithiques et antérieurs, eux prévoyaient que peut-être un tigre ou un lion allait se cacher dans les herbes et pouvait leur courir après, et leur sauter dessus, etc. Donc ils savaient, ils prévoyaient de se défendre, ils prévoyaient de pouvoir courir, ils prévoyaient de pouvoir bien observer. Plus près de nous, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, parce que le temps passe, eux se préparaient à des temps difficiles parce qu'ils savaient que les temps difficiles arrivent toujours et arrivent régulièrement, que ce soit des guerres, des famines, des problèmes climatiques, un roi qui devient con, le roi voisin qui envoie ses troupes chez toi et qui se nourrit sur la terre et donc ils savaient qu'il fallait avoir des réserves, certaines cachées, certaines que l'on préparait ne serait-ce que pour l'hiver. Il fallait de toute façon prévoir du combustible ou un abri et de quoi se chauffer pour les périodes difficiles. Ils savaient qu'ils devaient prévoir, même les filles, parfois elles commençaient très jeunes à prévoir leur cadeau de mariage, leur fuseau, non je ne sais plus comment on appelle ça, leur trousseau de mariage, pour un jour se marier et apporter quelque chose de valeur, à part leur corps, mais quelque chose au-delà du corps, quelque chose qui a une vraie valeur, c'est-à-dire des outils, hein, des nappes, des assiettes, des couverts. Enfin, ça, c'est comme ça qu'ils réfléchissaient à l'époque. C'était pas genre, ah ouais, je l'aime, je vais me marier, puis on verra bien. Non, tu verras pas bien. Si tu vas crever dans un caniveau et tu vas mourir, ton corps dévoré par les chiens. Et si tu as de la chance, tu seras dans une fosse commune. Non, 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 non. Les gens intelligents, et nous sommes issus de gens intelligents, de gens prévoyants, ben, ces gens étaient prévoyants, et donc ils se préparaient. Et celui qui ne se préparait pas, qui n'était pas prévoyant, il mourait. Ou il était très très riche et il se faisait spolier par les gens intelligents. Enfin bref. Et bref, nous sommes des héritiers de gens survivalistes, nous sommes des héritiers de gens prévoyants. Et donc la prévoyance, c'est s'imaginer, se projeter dans le futur. C'est une grande faculté de l'homme, et peu d'animaux sont capables de faire cela, de se projeter dans le futur, donc se préparer. Et qui dit se projeter sur le futur veut dire faire des simulations, préparer donc toutes sortes de possibilités, et qu'à chacune de ces possibilités arrivent des conséquences auxquelles on doit faire face, et ce système est entièrement dynamique, explique pourquoi, d'ailleurs, les gens me disent la base autonome durable, elle est fixe, etc. Oui, mais elle est fixe conceptuellement, elle est fixe parce que je trouve qu'un endroit fixe, et c'est souvent une communauté en réalité, pas seulement une maison, eh bien c'est un moyen efficace, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on est rigide mentalement. On doit avoir une certaine rigidité mentale, à un moment parce qu'on dit stop, mais il faut aussi avoir une certaine flexibilité de dire, ah, si un environnement change, que se passe-t-il? Si demain, je ne sais pas, l'armée suisse devient folle, enfin c'est impossible, un mauvais exemple, si demain l'armée française devient folle et commence à obéir aux ordres du gouvernement français, et commence à tirer sur les citoyens français qui se révoltent contre l'oppression totalitaire du gouvernement français, par exemple, hein, ça c'est beaucoup moins irréaliste, eh bien vous imaginez que tout d'un coup, si on vient chez vous confisquer vos boîtes de conserve, ça me paraît irréaliste, mais comment vous réagissez? Donc vous avez un plan C, un plan D, un plan E, un plan F, et tout ça vous le prévoyez déjà à l'avance aujourd'hui. Donc dans ce sens, le jeu de rôle nous donne cette gymnastique mentale, cette flexibilité mentale pour continuer à réfléchir. Et donc voilà, c'est finalement un truc de geek, un truc de mecs semi-puceaux qui bossaient dans leur cave ou qui, au lieu de sortir en boîte de nuit à fumer des joints et à essayer de se tirer les gonzesses. De toute façon, c'était dur de se tirer les gonzesses, c'était compliqué, on n'avait pas l'argent d'abord. Et puis on était jeunes, quoi. C'était les plus âgés qui se les tapaient. Donc finalement, on n'a pas trop perdu de temps. Puis bon, on s'en tirait quand même de temps en temps. Mais peu. peu. Moi, entre 15 et 18 ans, peu. Bref, même au-delà de 18 ans. À partir de 20 ans, ouais. Mais à moins de 20 ans, très peu. Très peu. J'avais des cheveux, c'était moche. Bref, tout ça, donc, est important. Donc, je vais conclure. Je ne vous encourage pas à faire des jeux de rôle. Ne vous prenez pas ne vous imaginez pas d'avoir une Holy Avenger plus 4, Vorpal, etc. En revanche, l'exercice mental, habituez-vous à le faire. Vous pouvez le faire en famille, avec vos amis, avec les gens avec qui vous préparez, avec vos épouses, avec vos maris. Réfléchissez.
que se passera-t-il si on fait quoi? Ah oui, mais si, et si, et ça. C'est des discussions passionnantes. C'est beaucoup mieux de regarder la boîte à con à la télé, hein. Et, euh, et bref, je ne peux que vous encourager à vous mettre dans ces situations, à vous imaginer ce que ça peut faire et vous documenter pour. Souvent, alors ça aussi on ne le dit pas, ce n'est pas juste de la fantaisie. Souvent, moi j'ai lu des milliers de livres pour créer des histoires dans lesquelles j'ai fait élaborer les personnages, donc mes amis qui jouaient les personnages dans mes histoires. Mais des milliers de livres, des livres d'histoire pour simuler des situations, etc. Souvent, ils ne s'en rendaient pas compte, mais néanmoins, ce travail de savoir-faire, de compétences, à l'époque évidemment intellectuel, aujourd'hui nécessitant aussi du travail physique et de la préparation physique, eh bien, il est fondamental. Donc, imaginez-vous tous les scénarios possibles dans votre tête, réfléchissez, discutez-en avec des amis, simulez, faites des simulations avant d'investir peut-être dans du matériel. Ça aussi, la simulation permet aussi de se dire, ah non, cette idée, elle fonctionnera pas. Cette idée, elle n'est pas intelligente. Je préfère plutôt imaginer un autre scénario. Parce qu'encore une fois, nous devons nous désintoxiquer d'une certaine programmation mentale, déjà de manière générale par le système scolaire, par la société moderne, qui veut nous dire que tout est sous contrôle, ne préparez rien, on s'occupera de vous, on ne s'occupera pas de vous. La deuxième chose, c'est qu'aussi nous avons toutes sortes de programmation mentale amenées par le cinéma, par la télévision, où on s'imagine, vous avez vu les films 2012, Mad Max, La Route, etc., des scénarios qui sont quand même très particuliers, qui ne sont pas forcément des scénarios les plus probables. Récemment, il y avait une vidéo excellente de Vol West, on lui posait à quel scénario catastrophe le plus probable tu te prépares. Ben, il a raison, le plus probable c'est l'incendie de ta baraque. C'est statistiquement ce qui peut arriver le plus probable. Ensuite, il y a peut-être l'accident de la route. Ensuite, il y a l'accident de travail, la maladie. Mais moi, je crois qu'il va y avoir un effondrement économique et j'en suis persuadé de manière scientifique, technique. Mais moi aussi, évidemment, je me prépare parce que je me suis mis. Si ma maison brûle, j'ai l'air bien con avec mes munitions, mes armes à feu qui ont cramé dans le truc. Donc, dans un coffre ignifugé, des alarmes incendie, des, des extincteurs et aussi peu de meubles, peu de trucs qui peuvent brûler, et aussi une formation de ma famille et moi à réagir en cas d'incendie, appeler les pompiers, sortir, quoi faire, éteindre l'incendie si c'est possible, évacuer la maison, etc., etc. Tout ça, c'est des scénarios, parce que ça m'est jamais arrivé. Fort heureusement, ma maison n'a jamais cramé. Et donc, cette préparation, en faisant ce jeu d'imagination, ce jeu de rôle, si on veut, eh bien, elle est très, très pratique et donc, à mon avis, indispensable dans toute préparation qui se veut sérieuse et surtout raisonnée, raisonnable. À très bientôt.